Les gens, quand tu leur diras, que tu es pharmacien, que tu as fait beaucoup de sciences, que tu es en biologie moléculaire, c'est: «Wow, you must be so smart». Mais tu sais, c'est pas une histoire de «you're so smart», c'est plutôt une histoire de l'intérêt que tu as aux choses et finalement, moi, ce que j'aime bien, c'est ramener ça au quotidien et c'est vrai que, bah, pour ça que j'aime beaucoup la vulgarisation scientifique, hein. Bienvenue dans Pharmacie la famille, le podcast qui veut dire aux étudiants en pharmacie que leur diplôme est bien plus grand qu'on ne leur a dit. Aujourd'hui, je reçois Johanna. Johanna est docteur en pharmacie, mais elle n'a jamais exercé en pharmacie. En fait, elle a 3 diplômes, docteur en pharmacie, ingénieur en biotech et un master biotech à l'ESBS. Et aujourd'hui, elle est doctorante en biologie moléculaire à Montréal, dans un labo qui travaille sur l'édition du génome pour soigner des leucémies. Mais ce qui m'a le plus touchée dans cet épisode, c'est pas les diplômes. C'est ce qu'elle m'a raconté sur 2 ans de harcèlement psychologique dans son premier labo et comment elle s'en est sortie. C'est mon épisode le plus long à ce jour, je pense qu'il le mérite. Bonne écoute. Eh bien, bienvenue Johanna, bienvenue dans le podcast Pharmacie la famille, le podcast qui veut montrer aux étudiants en pharmacie que leur diplôme est bien plus grand que ce qu'on leur a dit. Johanna, donc tu es docteur en pharmacie. Exact. Pour quelqu'un qui te connaît pas, tu es docteur en pharmacie, mais tu es aussi ingénieur en biotechnologie. Tu as fait un master en biotechnologie pharmaceutique en plus, et en ce moment, tu fais un PhD en biologie moléculaire à Montréal sur l'édition du génome. Alors, pour un étudiant en pharmacie qui n'a jamais entendu parler de ce que tu fais, en une phrase, si tu arrives à le faire en une phrase, tu te décrirais comment? Hem, c'est une bonne question, c'est un peu la multicasquette, donc je dirais, la polyvalence. Ça serait ce qui décrirait le plus, mon parcours et C'est marrant la polyvalence parce qu'on a déjà eu Gaëtan dans l'épisode et Gaëtan nous décrivait le parcours pharma comme aussi la polyvalence, comme quoi. Euh, alors, donc tu as fait tes études à Strasbourg, fac de pharma. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que c'était une vocation depuis le départ, pharma, ou est-ce que c'était un plan B? alors, je dirais que c'était plutôt une vocation, dans le sens où quand j'étais, au lycée, je voulais travailler dans le médical. Hem, en fait, ça remonte même, au collège, je pense, parce que, genre, j'ai toujours aimé les sciences, ça c'est une certitude, j'ai un papa qui est ingénieur, donc ça m'a beaucoup, influencée, je pense et puis, j'avais beaucoup envie de faire de l'enseignement quand j'étais, au collège. Je voulais être, professeure de mathématiques et ensuite, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à plus, biologie et la santé parce que j'ai eu pas mal de blessures, étant jeune, parce que je fais du tennis à haut niveau et donc ça m'a vraiment mise en contact avec beaucoup de professionnels de la santé, donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, un petit peu à la médecine parce que, j'allais souvent faire des radios donc je voulais être radiologue après. Hem, Ok, d'accord. mais la pharmacie, c'est venu vraiment après, je dirais au lycée parce que quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser, aux différentes filières qui étaient proposées à l'époque, donc via le concours, de PACES parce que c'est ce qui était en place, donc il y a une À quinzaine l'époque, ouais. d'années. Ouais. Et donc là, j'ai commencé à vraiment me renseigner sur chaque filière séparément pour, un peu donner une chance à toutes les filières, hein. Je pense qu'au départ, j'ai hésité entre, médecine et pharmacie. J'ai un peu éliminé, les autres filières parce que ça correspondait pas trop à mes objectifs, de ce que je voulais apprendre. Je voulais faire quelque chose qui était, très intense en sciences. Hem, c'est non pas que les autres filières le sont pas, mais elles le sont moins, de mon point de vue. Parce que soit c'est des études, plus courtes, soit c'est des études, qui sont vraiment spécialisées, bah, tu sais, les sages-femmes, c'est vraiment, bah, c'est très spécialisé quand même, comme, corps de métier, je Ouais. trouve. Et donc, là, j'ai hésité entre les 2 et j'avoue que ce qui m'a fait, pencher pour pharmacie, c'était, bah, la polyvalence, je vais y revenir, mais en fait, c'est vrai que j'avais un peu peur qu'en m'engageant en médecine, je sois bloquée, au concours de 6e année avec, les choix à faire, hein, pour les spécialités et c'est un gros engagement quand même pour des gens, qui ont, même pas 20 ans. En fait, tu t'engages à faire 6 ans d'études pour potentiellement faire un concours que tu vas, enfin plus ou moins réussir parce qu'en fait on le rate pas, c'est juste qu'on est classé et on a une spécialité en fonction du classement. Ça me dérangeait un peu cette idée-là, ça c'est vraiment mon point de vue, mais je voulais pas, laisser aux mains, entre guillemets «du destin» parce que c'est vrai que tu fais un concours, tu le travailles, mais si le jour J, il y a un problème, il y a quelque chose, les gens avec qui tu es en compétition, ils sont meilleurs que toi, bah, c'est pas quelque chose qui est dans ton contrôle. Rendu là, je m'étais un petit peu, renseignée sur pharma, sur les autres options que officine, parce que c'est vrai que moi, officine, ça a jamais été une vocation, tu vois, par exemple. C'était quelque chose où je me suis intéressée, mais j'ai jamais Ouais. trouvé, comment dire? De satisfaction à l'officine parce que j'ai travaillé en officine, pendant mes études, et j'aimais bien ça, mais c'était pas exactement ce que je recherchais. Donc t'es rentrée en pharmacie en sachant déjà que tu voulais pas faire le métier le plus visible des pharmaciens, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Ok.
Donc tu as fait un doctorat en pharmacie, un master biotech en pharma et en plus de ça, tu as donc passé, le diplôme d'ingénieur à l'ESBS. Pour ceux qui connaissent pas l'ESBS, qu'est-ce que c'est comme école et comment elle s'articule avec la fac de pharma de Strasbourg? Alors, l'école, supérieure de biotech de Strasbourg, c'est vraiment une entité à part parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me pose la question de est-ce que ça faisait partie de l'université, ou de la faculté de pharmacie? Parce qu'effectivement, on a des rapports privilégiés avec cette école parce que c'est, géographiquement sur le même campus. Mais c'est une entité à part. D'ailleurs, il y a une autre école d'ingé qui est sur le même campus. Je pense que ça, les étudiants en pharma ne le savent pas toujours, mais il y a aussi, Télécom Physique, qui est, en face de Ouais, l'ESBS. Alors ça a rien à voir avec, la biotech, mais, c'est toujours bon à savoir. Puis bon, il y a d'autres écoles, plus de chimie avec lesquelles on peut aussi faire le diplôme de pharmacien. Je me souviendrai plus trop de l'acronyme, mais c'était aussi une possibilité pour les pharmaciens de faire, ingénieur et de rester à Strasbourg, mais pas à l'ESBS, tu vois? Donc, il y a quand même quelques options. C'est une école qui est spécialisée en biotechnologie, comme son nom l'indique. Quand je dis biotechnologie, c'est vraiment, au sens très large, hein, parce que souvent, nous, en pharmacie, on a un peu l'aspect, ben, biotech, en pharmacie, donc biotech ouais, pharmaceutique et en fait, il y a aussi, tout ce qui est biotech, végétale, biotech marine, il y a un peu tout ce qui est, plutôt haut débit, donc c'est très varié, c'est pas forcément à visée, thérapeutique. OK. Et toi, comment tu as choisi ce parcours? Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'étais bien entouré à l'époque, la responsable de mon master, c'était, Maria Zeniu. On avait une très bonne relation là, je je vais pas m'en cacher, c'est quelqu'un à qui j'avais, très confiance et puis je lui ai souvent demandé, un feedback, soit sur mon travail, soit sur, la suite des études, qu'est-ce que j'envisageais et puis d'ailleurs, c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à faire parce que c'est difficile de s'orienter. C'est difficile quand on n'a pas un entourage qui est dans le milieu, de trouver ce qu'on veut faire. Et donc en fait, c'est elle qui m'avait conseillé, de postuler à l'école. Je m'étais un petit peu renseignée, elle avait fait, quelques présentations, justement sur l'école parce que c'était un nouveau parcours, donc les gens connaissaient pas trop. Puis aussi, il y a un peu je sais pas comment dire, on fait des études très longues déjà en pharmacie, c'est très intense, c'est difficile. Tout le monde ne veut pas encore faire des études après ou en supplément. Donc c'est ça, elle a proposé, le parcours était ouvert depuis seulement, 3-4-5 ans, là, vraiment pas très longtemps après que j'ai postulé. Donc c'était un peu une initiative, d'essai à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient pas sûrs de renouveler la proposition, le partenariat avec la fac. Et donc elle m'a dit: «Bah, si tu as envie, tu peux poser ton dossier». Elle m'a un peu expliqué comment ça se passait, les procédures. Normalement, c'était dossier plus entretien, sauf que, ben, c'était un peu, l'épidémie, tu sais, post-Covid donc en fait, Ouais, on n'a pas fait d'entretien. Cette année-là, on a eu que, les dossiers donc et c'est passé. et c'est parce là, une fois que tu es pris, bah, tu as toujours le choix de dire oui ou non, hein, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai été prise, je me suis dit: «Attends, mais est-ce que je veux faire ça ou pas finalement?» parce que tu sais, c'est un Au peu moment de se le poser la question, ouais. C'est, un peu le stress qui revient de, OK, là, je fonce tête baissée dans tout ce que je fais, comme souvent ce que j'ai fait dans la vie, c'est très, très intense et puis, des fois, c'est en rétrospective où je me pose des questions de: «OK, est-ce que c'était un bon choix, mauvais choix? Qu'est-ce que j'en pense maintenant?» et c'est vrai que, sur le moment, quand j'ai été acceptée, j'y croyais pas forcément donc, là, ça m'a vraiment mise en perspective de: «OK, l'année prochaine, je serai pas en pharma, en fait, si j'accepte, cette filière». Tu bifurques, ouais, Mmh. Ouais, tu tu bifurques. Et du coup, ça t'a rajouté le diplôme d'ingénieur, ça t'a rajouté combien d'années? Au final, ça m'a rajouté qu'1 an, ce qui est quand même, très, je veux dire, Oui, c'est pas mal. ouais, c'est pas mal. Tu as un diplôme d'ingé pour 1 an d'études supplémentaires, donc c'est rentable. Ça Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que contrairement aux gens qui rentrent à l'ESBS, via un parcours classique, c'est-à-dire, soit sur concours, hein. Ça, c'est les concours d'ingé, tu fais 2 ans de prépa, puis ensuite tu fais le concours et en fonction de ton classement, encore une fois, tu es pris ou non dans certaines écoles et là, tu peux prendre quasiment toutes les prépas, pour rentrer à l'ESBS. Alors, c'est sûr qu'il y a une prépa préférentielle là, qui a plus une composante bio, mais les gens qui ont fait, MPSI, avec maths, physique, ils peuvent très bien rentrer dedans, les gens qui ont fait plus de la chimie aussi, c'est possible. C'est assez varié ou bien, tu as déjà fait 2-3 ans d'études à l'université, comme, une licence de biologie. Tu as fini ta licence, tu veux aller à l'école d'ingé ou tu as fait un BTS, je crois que ça s'appelle génie biomédical, bon ça c'est peut-être un DUT pour le génie, puis tu as aussi un BTS en sciences biomédicales, il me semble. Donc OK. ça c'est les voies classiques pour rentrer. Et donc eux, ils rentrent sur dossier, les gens qui ont déjà un diplôme, soit BTS, DUT ou licence. Les autres sont pris après la prépa et ils rentrent en première année. Alors Mmh. que je vais dire «nous» parce qu'en fait, on était 2 l'année où
où je suis allé, nous on avait fait 5 ans de pharmacie et on a déposé notre dossier pour rentrer en deuxième année. Oui, alors la dernière année, ce que j'ai pas dit, c'est, elle est faite elle a été construite, je pense que c'est toujours, en travail, cette 3e année, mais ce qui se passe, c'est que tu fais et pharma, heu, enfin tu fais master pharma et ingé en même temps. Donc ça pourrait sembler être très intense, mais ils ont réussi à faire un programme où on n'a pas forcément de cours supplémentaires. C'est-à-dire que, bah, en fait, on a même certains cours qui sont validés, d'avant. C'est-à-dire, Mmh. toxicologie, tout ça, normalement, on les avait validés en 4e année. Donc on a demandé à être, exemptés de, bah, certaines matières qu'on avait déjà passées dans le Mmh. cursus pharma. Parce qu'en fait, les gens qui sont dans le master sont pas forcément des pharmaciens. Donc eux, ils ont des cours à faire pour, valider le diplôme du master et en Donc fait, toi, c'est des connaissances que tu as déjà? les connaissances que tu as déjà, en fait, c'est sûr que ça demande un travail supplémentaire si tu les refais. Puis en plus de ça, tu es pas sûr d'avoir exactement la même note que tu avais eue, 2 ans auparavant parce Ouais. que les cours évoluent, des fois c'est pas les mêmes profs, ouais, on a pu être exemptés de certains cours et on a pu valider les 3 diplômes en une année. Ça, c'était vraiment chouette. Bah, bénef, ouais, trop bien. Félicitations. C'est rare de croiser, des pharmaciens avec 3 diplômes. J'en ai déjà vu avec 2 diplômes, mais avec 3 diplômes, c'est rare. C'était quoi tes matières préférées avant ça à la fac de pharma? Est-ce que tu t'es orienté biotech, rapidement? Est-ce que, tu préférais, je sais pas moi, la botanique ou Oui, alors j'avais des préférences, quand j'y repense, c'est sûr qu'il y a des cours qui m'ont plus marqué que d'autres, alors pas forcément en termes de facilité, mais en termes d'intérêt plutôt, intérêt personnel, mmh, puis c'est là que tu vois qu'on est tous très différents. Je dirais que la deuxième année, on est tous un peu, le, post-choc de la PACES, donc on est un peu en train de récupérer en deuxième année, mais dès la troisième année, je trouve qu'on a déjà tous, ouais, déjà une vision de ce qu'on aime en pharmacie qui est très différente. Je m'en suis rendu compte rapidement parce qu'effectivement, il y a des gens qui aimaient beaucoup, les options, de, macro et micro-mycètes sur les champignons. C'est vrai que moi, ça m'intéressait beaucoup moins, par exemple. Enfin, je trouvais ça intéressant sur, la culture générale, mais tu vois, je me voyais pas du tout me spécialiser là-dedans. Donc pour ma part, le génie biologique, ça m'a toujours intéressé. J'ai trouvé ça très difficile au début. En deuxième année, j'avais déjà pris une option, il me semble, où il y avait une matière obligatoire, je sais plus exactement et je m'étais dit: «Ouais, je crois que c'est une matière obligatoire, ouais. ouais, j'ai trouvé ça super dur». Je comprenais pas tout, peut-être la façon dont les TP étaient faits n'était pas optimale à l'époque, hein. Puis on avait des grandes promotions donc tu sais les TP, c'est toujours un peu compliqué. Je dirais qu'au début, bah, je me suis quand même rapidement intéressée à ça, mais j'ai beaucoup aimé aussi la parasitologie. Tu vois? C'est que quand je dis qu'on est tous très différents, c'est je le vois dans ton regard que c'est pas forcément partagé. Alors voilà, parasitologie, c'était vraiment le truc où genre tout se mélangeait, Ouais, c'était mais compliqué. tu vois, je trouve que ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en deuxième année, la parasitologie, j'y comprenais pas grand-chose parce qu'effectivement, il y avait trop de cycles, il y avait trop de parasites différents, tu sais, leurs branchements, comment ils étaient classés et Mmh. tout, c'était compliqué. Mais alors quand je suis revenu en quatrième année et que je me suis mise vraiment dessus à en fait, à refaire les classifications à la main, d'un point de vue, juste, tu sais, pour que visuellement ça me parle, ben en fait, j'ai tout compris là. C'était incroyable et je me suis dit: «Mais en fait, c'est trop bien» et quand on a fait les TP, tu vois, ça a vraiment rajouté les couches de: «Ah ouais, bah, je trouve ça super intéressant quand même, de pouvoir Ouais, quand tu classer». passes au TP, c'est mieux. Ouais, visuellement, tu sais, voir au microscope, tu sais, alors bon, c'est sûr que c'est pas très charmant, comme discipline en termes de pratique, mais par contre, c'est quand même super intéressant de te dire: «Bah, ça, c'est des œufs de parasites qui sont différents et on est capable de voir la différence à l'œil nu, quoi». Enfin, à l'œil Mmh. nu, au microscope. OK, excellent. Et c'était quoi tes du coup, tu as dit les matières où tu avais plus de mal, en fait, c'était il y avait quand même la biologie molécule enfin la biotech, mais tu t'es accroché? Ouais, je me suis accrochée, mais je pense que ça dépend beaucoup de qui t'enseigne. Alors peut-être que je suis plus sensible à ça aussi, mais c'est vrai que j'ai la façon dont j'apprends, m'est très propre, hein et c'est vrai que quand ça harponne, bah, ça harponne à 100 quoi. C'est-à-dire que c'est un truc que j'aime, bah, ça y est, j'y vais à 100. Mais d'autres matières où j'avais de la difficulté, pour le coup, j'avais un manque d'intérêt, plus que la difficulté, tu vois, au niveau de la matière, c'est, tout ce qui se rapportait à la physico-chimie, tu vois, des molécules. Mmh. Ouais. J'ai toujours aimé la chimie, ça c'était pas un problème, mais dès qu'il y a eu, la partie physique et alors encore une fois, c'est peut-être, la façon dont le cours est fait, l'enseignement qui est donné, j'ai eu vraiment de la difficulté. Je me souviens en deuxième année, il y avait une UE qui était vraiment, plus, ouais, physico-chimique, alors je sais plus c'était laquelle d'UE. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à la passer cette UE-là. Ouais. Mmh. Et il y avait les TP duraient très longtemps, Ouais, physico-chimie.
Alors les TP, j'aimais bien ça. Alors c'est peut-être ça qui m'a indiqué aussi que j'aimais la pratique, tu vois? Vraiment faire quelque chose avec mes mains parce que les TP, même si, les TD puis, la théorie, j'avais plus de mal, ben, les TP, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre et à passer les matières. OK, trop bien. C'était quoi ton TP préféré à la fac? Mmh. Genre celui qui t'a le plus marqué, si maintenant tu as une petite madeleine à nous partager? Alors, encore une fois, je pense que peut-être tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais c'était en master. Ah, j'hésite parce qu'il y a eu quand même quelques TP, que j'ai beaucoup aimé à l'ESBS, donc ça faisait pas partie de pharma et c'est vrai que c'est pour ça que j'encourage les gens de faire l'ESBS quand même parce qu'il y a des beaux TP qu'on fait pas en pharma et j'en ai beaucoup parlé à Maria Zeniu parce que j'ai dit: «Franchement, mais si on faisait ça en pharma, il y aurait plus de gens qui voudraient faire de la biotech» parce que je vais pas m'étaler dessus, mais donc plutôt pour la pharma, ça reste dans le master, donc c'est pas exactement dans le tronc commun. On avait fait une analyse des SNP, donc des polymorphismes qu'on pouvait avoir, hein. Par exemple, bah, maintenant je me souviens plus c'était exactement lequel de SNP, mais c'était, je donne un exemple parce que celui-là je sais qu'il existe, si tu as le goût de l'amertume et en fait, c'est une sorte de mutation qu'on a et certaines Mmh. personnes l'ont pas, donc en fait, on ressent pas l'amertume, tous de la même façon. Donc en fait, j'ai trouvé Mmh. ça très intéressant sur le principe de comment on l'analyse, comment on le comprend et en fait, parce que c'est de la génétique, donc c'était Oui, pas c'est quand on vraiment prélevait un peu de ouais, avec un petit écouvilleux dans la bouche là, ouais. exactement. Et alors c'est assez marrant parce que tu vois, moi je l'ai pas fait le TP, alors je sais plus si c'était le Covid, ou quoi exactement. Nous, on avait reçu des résultats de ce TP. Donc tu imagines, ça m'a marqué même si je l'ai pas fait. Mais j'avais beaucoup aimé le concept, tu vois? De pouvoir, bah, avoir un impact en fait sur la vie de tous les jours. Je me suis dit: «Mais en fait la biotechnologie c'est ça», tu vois? C'est comprendre certaines choses qui nous entourent, du vivant, qu'on ne comprend pas forcément, tu vois? Qu'on se pose pas la question, là je vais donner un autre exemple, mais les tests de grossesse, hein. Il y a beaucoup de gens Mmh. autour de moi, quand je leur demande comment ça fonctionne, en fait, ils savent pas. Ils savent pas que c'est des Ouais. anticorps. C'est un test de biologie moléculaire et c'est vrai que je trouve ça marrant de ramener ça dans le quotidien parce que les gens quand tu leur dis: «Ah, que tu es pharmacien, que tu as fait beaucoup de sciences, que tu es en biologie moléculaire», c'est: «Waouh, you must be so smart». Mais tu sais, c'est pas une histoire de «you're so smart», c'est plutôt une histoire de l'intérêt que tu as aux choses et finalement, moi, ce que j'aime bien, c'est ramener ça au quotidien et c'est vrai que, bah, pour ça que j'aime beaucoup la vulgarisation scientifique, hein. Alors on va avancer quelques années, on arrive à ta thèse, donc fin des études. Tu as fait une thèse sur le microbiote intestinal et le lupus. Comment tu as choisi ce sujet? Alors en réalité, j'avais hésité entre 2 sujets qui n'ont rien à voir, donc je vais commencer par celui que j'ai pas pris et je vais te dire pourquoi. Je m'intéressais beaucoup à, comment on avait des rêves, l'impact du sommeil sur, bah, la mémoire et sur la formation du rêve et un peu l'implication que ça avait physiologiquement. C'était vraiment difficile comme sujet parce que je trouve que c'est intéressant même aujourd'hui, tu vois? Tout ce qui touche au cerveau de toute façon, c'est très complexe et on n'a pas toutes les réponses. Mais Mmh. c'est difficile d'avoir de la bonne littérature dessus et en fait, tous les gens qui vont faire leur thèse, là prochainement ou qui choisissent un sujet, moi ce que je conseille, c'est de bien vérifier la littérature qui est déjà existante. Parce que Ouais. ça va vraiment, te poser, problème. Ça va être, un gros défaut de la thèse, de pharmacie parce qu'en fait, comme c'est de la recherche bibliographique, tu es encadré d'une façon, bah, pas du tout la même qu'en doctorat, en doctorat de recherche, donc en fait, il va falloir que tu arrives à donner un cadre à ta thèse et tu auras besoin d'une bonne littérature. Donc je déconseille les les sujets, où il y en a peu ou alors qui sont, très, presque polémiques, tu vois? J'allais dire, à l'époque, il y avait le Covid. Tu as des camarades de classe qui ont choisi des sujets sur le Covid. C'était très compliqué ces sujets, de thèse. C'était très compliqué parce qu'on Mmh. n'avait pas de recul, il y avait pas forcément de la littérature, donc très compliqué. Ça veut pas dire maintenant que, tu sais, faut prendre, un vieux sujet, tu sais, des petites molécules qui ont été découvertes il y a 500 000 ans là, mais c'est juste faire attention à ça parce qu'en fait, la thèse de pharmacie, c'est quand même un gros travail qu'on se met en plus, de nos études et alors après, c'est tout un chacun de faire ça quand il veut, mais je trouve que c'est plus dur de le faire une fois que tu as déjà fini tes études de pharmacie parce que tu as déjà engrangé, soit un boulot, soit, tu es déjà super occupé, tu as plus la tête dedans et en fait, se remettre dans les études quand tu as arrêté, c'est un des trucs les plus difficiles. Donc moi, ce que je Ouais, trouver conseille, du temps le c'est soir, le week-end et tout. ah ouais, non, franchement, je déconseille, moi, ce que j'avais fait, mais après, encore une fois, je sais pas si tout le monde est capable de le faire, ça demande beaucoup d'organisation, c'est que je l'ai fait pendant mes études.
Donc Ouais, je me souviens, tu l'avais passé tôt. ouais, je l'ai passé avant de finir mes études et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment enlevé une épine du pied parce qu'une fois que tu dois faire comment dire? Ton mémoire de master qui est déjà, Mmh. conséquent. Franchement, tu pas envie de t'embêter à faire 2 manuscrits en même temps, surtout que la thèse de pharmacie, ben, tu sais, c'est un sujet vraiment à part que tu as choisi, mais c'est très bah, c'est beaucoup de littérature, donc faut beaucoup lire, faut beaucoup se renseigner, c'est très lourd. Donc Mmh. moi, je conseille de commencer avant si on peut. Trop bien. Et du coup, comment tu l'as choisi? Ah oui, pardon, excuse-moi. Donc moi, j'ai toujours aimé l'immunologie. C'était vraiment bah, c'était pas mon second choix, mais le deuxième sujet qui m'intéressait beaucoup, c'était, l'immunologie, le système immunitaire. Alors c'est vrai que c'est très large dit comme ça, donc en fait, il faut toujours recadrer et ce qui m'intéressait particulièrement, c'était, donc à l'époque, c'était très, très en vogue, les publications sur le microbiote intestinal et ça l'est toujours, Mmh. hein. C'est juste qu'on a découvert un pan, de la médecine qui était vraiment inexploré, quoi. C'est-à-dire qu'on a découvert que c'est comme si on avait, un deuxième système immunitaire. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée. Ma maman était très intéressée par ce sujet parce que, bah, alors elle est pas du tout, pharmacienne, elle a pas du tout fait d'études dans le médical, mais c'est une autodidacte, qui s'intéresse à beaucoup de choses et en fait, on en parlait quand même souvent de l'impact même, de l'alimentation sur la formation du microbiote intestinal, sur le développement de Mmh. maladies et c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à ça donc j'avais un petit peu regardé, des sujets, connexes, le lien entre les maladies, neurodégénératives et le microbiote intestinal, des choses comme ça parce qu'il y a vraiment bah, en plus aujourd'hui, là, je peux te dire avec certitude qu'il y a des liens, assez probants quand même avec, la psychiatrie. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée et après, comment j'ai trouvé le sujet sur le lupus, bah, là, donc j'avais demandé à, madame Soulas, parce que c'était elle ma Mmh. directrice de thèse. Je me suis rapprochée, d'elle pour ça, parce que j'ai dit que je voulais être encadrée pour un sujet d'immunologie. Alors c'est marrant parce que, je viens de me rappeler d'un truc, c'est qu'au début elle m'a dit, qu'elle avait pas le temps et que je devrais demander à quelqu'un d'autre. Donc donc je me suis un peu fait refouler, j'étais un peu dégoûtée, je me souviens, parce que moi j'avais vraiment la vision que c'était ma directrice de thèse et donc elle m'a dit qu'elle avait pas le temps et elle m'a redirigée vers d'autres personnes, dont, Emmanuel Boutin et Ouais, pour le microbiote. voilà, exactement. Donc je l'ai approché avec le même sujet parce qu'à l'époque, j'avais déjà un titre et j'avais déjà fait 3 objectifs principaux. Je savais comment je voulais découper la thèse et donc je l'ai approché avec ce sujet et il m'a dit: «Ouais, franchement, je me sens pas capable, en confiance pour t'encadrer sur la partie immunologie». Ce que je comprends tout à fait parce qu'en fait, c'est un sujet mixte. Alors je sais pas si ils ont rediscuté entre-temps de comment articuler la direction des thèses, mais ce que j'avais demandé à l'époque, c'est est-ce que c'est possible d'avoir 2 directeurs de thèse? Parce que forcément si tu as, un sujet qui est mixte, bah, en fait tu te fais, Mmh. dirigé sur le sujet par qui, en fait, en fin de compte? En fait, pour tous les gens qui sont dans mon cas, à l'époque, il y avait pas de solution, donc c'était tu prends quelqu'un et puis forcément, ce sera quelqu'un qui est spécialiste dans un cas, mais qui l'est pas dans l'autre. Tu peux toujours demander, un avis supplémentaire, mais officiellement, tu as qu'un seul directeur. Tu qu'un seul, ouais. Voilà, donc lui m'a dit OK. ça et il était vraiment pas à l'aise. Il m'a dit: «Si jamais tu trouves personne, ben, j'accepterai, probablement quand même». Mais tu sais, enfin, pareil, il était très demandé. Ce qui était important pour moi, c'était aussi, la relation que j'avais avec les enseignants et bon, peut-être on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que quand tu es dirigé sur un travail, que ce soit un manager ou un directeur, c'est important, que vous ayez une bonne relation pour que tu puisses poser les questions dont tu as besoin pour ton travail. Ouais, pour Donc avancer correctement, ouais. donc c'est vrai que alors bon, dans mon cas, j'avais pas beaucoup de choix parce que le sujet faisait que, ben, il y a moins d'enseignants qui sont spécialistes, là-dedans à Strasbourg. Mais c'était important pour moi d'avoir, des gens en qui, enfin, pas que j'avais confiance, mais des gens en qui, j'avais pas de difficultés pour parler. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a des fois des enseignants qui sont un peu plus intimidants que d'autres. Mais c'est ça. Donc en fin de compte, je suis retournée voir, madame Soulas, en pleurnichant parce qu'en fait, moi je savais pas ce que je devais faire. J'étais un peu déboussolée parce que, bah, je voulais commencer à écrire ma thèse, mais en même temps, si tu commences à écrire et que tu es pas encadré et que si jamais tu écris des choses que finalement il faudra enlever Ouais, faut que après. tu recommences. Voilà, donc je lui en ai reparlé, je pense qu'elle a eu le temps de maturer l'idée un petit peu aussi, puis, elle m'a dit: «OK». Finalement, elle m'a dit: «OK, pas de souci, je te prends», et donc c'était la petite victoire, puis, bah, un très beau souvenir parce que c'est vrai que peut-être de son côté, elle, elle a vu une charge en plus de travail.
Mais moi, j'ai vu mon rêve se réaliser, ce que j'avais comme vision de ma thèse et de l'encadrement et après je lui ai dit qu'elle aurait pas besoin de trop s'investir parce que j'avais déjà tout planifié. Je lui ai juste demandé de vérifier un petit peu les grands axes de ma thèse que j'avais choisis. Elle m'a donné quelques conseils, mais je pense je lui ai pas redemandé plus tard, mais je pense que c'était pas la thèse la plus difficile qu'elle ait encadrée parce que j'étais assez autonome quand même, hein. OK, d'accord et tu l'as écrit en combien de temps? Tu te souviens ou pas? Oui, je me souviens, parce que donc ça m'a pris quand même pas mal de mois puisque je faisais mes études en même temps, puis en Ouais, fait je faisais ma deuxième année de l'ESBS en même temps donc j'ai pas pu écrire, tout d'un coup. Surtout quand on a eu les TP alors, donc à l'ESBS aussi, il faut savoir, on fait beaucoup de TP, mais aussi on fait des TP à Bâle et à Fribourg, et puis le logement est payé par l'école, hein. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai qu'à ce moment-là, par exemple, quand c'était très intense les TP, je pouvais pas travailler dessus, hein. Franchement, c'était ouais. impossible. Période d'examen, je pouvais pas non plus. Donc j'ai fait mon plan en septembre, je pense, de l'année où j'ai commencé, donc je sais pas, c'était 2020. Ça devait être 2020, j'ai commencé à faire le plan. Puis j'avais mis un peu un échéancier à madame Soulas pour qu'elle sache à quel moment j'aurais besoin, d'aide, ou enfin de relecture. Donc Mmh. puisque c'est moi qui avais mis l'échéancier, bah, en fait, j'essayais de m'y tenir, mais des fois, des fois c'était plus difficile que ce que je pensais, tu vois? Parce que c'est vrai que je me disais: «Bah, ce mois-là, je compte écrire, cette partie-là ou ce mois-là», voilà. Ça a pas du tout fonctionné comme ce que j'avais prévu, mais c'était quand même bien d'avoir, comment dire? Un petit cadre, même si, il était pas entièrement respecté parce que par les contraintes, voilà, que j'avais. Donc au final, j'ai commencé, en septembre et j'ai dû finir, presque, bah, pas un an après, mais je dirais ça a dû me prendre 9 10 mois, tu j'ai Ouais, dû bon finir, efficace quand même, hein. ouais, ça va, mais tu sais, il y a eu après je dois dire qu'on a eu beaucoup de moments comment dire? Où en fait, on était obligé de rester chez nous, à cause des épidémies. En fait, c'était une année un Mmh. peu bizarre parce que c'était post-Covid, mais il y avait encore des clusters et tout et donc certains clusters étaient à l'ESBS, donc l'école a fermé plusieurs fois. Je me retrouvais beaucoup enfermé, bah, pour bosser. En fin de compte, ça m'a mis un peu dans une bulle de alors je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est vrai que je faisais mes cours des fois en visio et oui, il faut quand même beaucoup participer, il faut quand même être, très interactif, ce qui est, pas du tout naturel quand tu es devant un ordi, quoi, enfin, je veux dire toute la journée. Après ça, ça m'est arrivé d'avoir des moments où en fait, je voulais être juste parler avec personne, donc en fait, à ce moment-là, tu sais, j'étais sur mon ordi, puis je réfléchissais à ma thèse. Oui, c'était difficile parce qu'il y a forcément des soirs où j'ai bossé très tard bah, pour avancer parce que en fin de compte, tu sais, tu lis beaucoup d'articles, mais ça veut pas dire que tu écris beaucoup derrière, tu vois? Tu mets beaucoup de choses dans ta tête, puis après des fois, il faut que tu y réfléchisses et en fin de compte, tu as passé 4 heures pour écrire, un paragraphe de 10 lignes, donc ben, c'est un peu, démotivant. Mais oui, on va dire que c'était relativement rapide. Alors donc suite à ta thèse, tu es on pourrait y revenir, si tu veux, à part si tu as vraiment des choses à dire, mais tu as fait un Erasmus Helsinki, je sais Oui, jamais le dire, Helsinki, ouais. heu, Helsinki, et après tu es parti au Canada. Tu avais déjà tout de suite une vision, la pharma c'est international ou, c'était vraiment pour t'amuser? Alors, là, je vais revenir un peu plus, quand j'étais au lycée, je suis déjà partie 1 an en Angleterre. En fait, oui, j'avais la vision de bah, j'allais dire de moitié, de mes études à l'international, ça, c'est sûr. En fait, c'est ce que j'aimais, tu vois? C'est ce que j'aimais, c'est très personnel, là, je peux pas dire que c'est le cas de tout le monde. Il y a des gens qui aiment bien, bah, qui aiment bien rester à Strasbourg, puis il y a pas de problème avec ça, là. C'est une très Mmh, belle ville. C'est vrai que bon, alors, plus personnellement, tu vois, j'ai déjà une maman qui est pas française, donc c'est vrai que j'avais déjà une éducation qui était pas tout à fait traditionnelle, française, ce qui fait que ça m'a ouais, déjà donné une vision très différente, bah, une ouverture d'esprit, donc quand je suis arrivé au lycée et que, ça a été un projet, presque familial parce que ça a beaucoup impliqué mes parents, à l'époque pour m'aider à faire ce projet. Oui, il y avait déjà la question de partir aux États-Unis 1 an ou l'Angleterre, enfin vraiment pour, améliorer mon anglais. En conditions réelles, hein, parce qu'en réalité, j'avais des très bonnes notes, au lycée, mais ça veut pas dire que tu es non plus, comment dire? Parfait au niveau des bien. langues. Ouais.
J'étais pas du tout bilingue. Donc c'est là où c'est un peu venu et je pense que, bah, très sincèrement, ça vient beaucoup de ma mère là, pour le coup, parce qu'elle, elle a quitté son pays pour venir en France, donc elle était très indépendante. Elle avait vraiment, la vision de l'indépendance, qui était, très appuyée par rapport à une culture, française traditionnelle. Ça a ses défauts et puis ses avantages, mais dans les avantages, je dirais que c'est vrai que ça m'a poussé, à voir, plus loin que ma bulle, voilà. Parce que moi, je suis mulhousienne, donc tu sais, je veux dire, ça m'a permis de voir plus loin que Mulhouse, quoi. Non, non, c'est juste pour, dire, bah, en fin de compte, tu sais, Helsinki, c'est venu, parce que c'était dans la continuité de tout ça. Parce que je suis parti 1 an en Angleterre, ça m'a vraiment beaucoup plu, ça m'a appris à vivre seul aussi. Enfin, j'étais en communauté là, j'étais dans un internat, mais tu sais, vivre sans les parents, voilà. Et Ouais, surtout être dans des conditions, bah, qui te mettent à l'épreuve parce que tu as un certain âge, tu sais, tu pas forcément, encore un adulte, puis on te demande de parler une langue que tu connais pas très bien avec des gens qui sont, fluents. Donc tu sais, tu ouais, un peu cette vision de toi-même de, bah, comment je fais pour m'adapter? Donc beaucoup de skills en termes ouais, de s'adapter, on va on va faire comme ça plus simple. Et donc quand je suis arrivé en pharmacie, moi un de mes objectifs, c'était de faire une année à l'étranger. Donc j'ai tout de suite regardé comment faire et ça va pas être, une, grande nouvelle, mais c'est pas facile, parce qu'en fait, ouais, les c'est ce que études j'avais en tête. voilà, ben, les études médicales au sens, général, c'est genre, pas juste pharma, médecine et puis, bah, toutes les autres filières, en fait, ne sont pas construites d'une telle façon où, ça pourrait être ça ferait partie des études. C'est pas du tout fait pour. Alors, la chance que j'ai eue, bah, alors un peu la faille dans le système qui existe, par contre, c'est qu'au niveau de l'université, donc un peu plus haut, totalement admis que tu peux le faire. Donc, il y a effectivement une personne en charge à la faculté qui, présente les différentes options pour partir en Erasmus et voilà et tu sais, ça donne un peu l'image de l'extérieur que c'est possible et voilà, mais dans les faits, quand tu t'y intéresses d'un peu plus près, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, bah, en fait, on te dit: «Bah, c'est soit tu le fais et puis tu reviens, tu redoubles ton année». C'est pas forcément Mmh. l'objectif de tout le monde, tu vois? Sachant que les études sont déjà longues et puis, bah, des fois on redouble, pas parce qu'on a envie, mais parce que c'était difficile. Donc déjà ça, c'est pas super plaisant et puis donc ce qu'ils ont changé dans les années qui ont suivi, moi, mon passage à Helsinki parce que je suis parti 1 an, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé et ils ont proposé aux gens de partir un semestre. Donc c'est pas mal pour les gens qui veulent une première expérience, mais des fois, un semestre, ça passe super vite, quoi. Tu as le temps de Mmh. faire quoi? Enfin, tu es là pour tes études, mais en même temps, si tu pars super loin, tu as envie de visiter un peu à côté, de voir d'autres choses, puis c'est un peu l'impact, culturel aussi sur tes études, sur toi, sur ta vie personnelle, donc je trouve des fois qu'un semestre, c'est pas suffisant. Bon, ça, c'est personnel. Donc voilà, c'est pas fait pour, c'est difficile, mais honnêtement, si on s'y intéresse, c'est faisable. Et le Canada ensuite, donc pour le PhD, une fois que tu étais diplômé, docteur en Mmh. pharmacie, le Canada, c'est pourquoi? C'était vraiment motivé par le PhD ou c'était motivé par le pays, par une envie de changement? Oui, alors, c'est une bonne question parce que pour le coup, j'avais pas vraiment prévu de faire un doctorat après mes études puisque, bah, j'avais déjà fait beaucoup d'études et puis, bah, je trouvais que j'étais assez qualifié pour travailler. Donc ce qui s'est passé, c'est Oui, que, c'est que mon ancien compagnon, on avait un projet de partir au Canada, donc on avait pour projet de s'y installer. Donc vraiment, de, bah, créer notre famille là-bas. Concrètement, c'était ça. ouais, C'était une très longue relation, donc bah, c'était un projet qui a été, mûrement réfléchi pendant pas mal d'années, et donc effectivement, on cherchait, pas à Montréal, hein, pour le coup, on cherchait un petit peu plus vers Vancouver ou Toronto, plus anglophone et finalement, c'était post-covid donc bah, mon compagnon, trouvait pas du travail parce que lui, il était diplômé et donc en fait, il avait trouvé un VIE, à Montréal. Juste pour la parenthèse, les VIE, on peut aussi en faire, suite à la pharma s'il y a des gens qui veulent voyager. C'est une bonne voie pour, aller à l'étranger et puis, bah, faire, des missions de 1 an, 2 ans, c'est quand même pas mal. Voilà, on s'est décidé sur Montréal parce qu'il a trouvé un job là-bas. Au final, la vie fait qu'on s'est séparés et en fait, bah, je me suis quand même retrouvé à Montréal parce que c'était trop proche des dates de mon stage et je pouvais plus changer. Donc en fait, c'est un peu malheureux à dire, mais OK. des fois, il y a des choses qui se passent dans la vie qui font que, bah, tu vas prendre un chemin et que c'est pas forcément ce que tu avais prévu et ça veut pas dire pour autant que ça va mal se passer. Là, c'était pas quelque chose que j'avais,
c'est hors de mon contrôle totalement, hein, le fait, de me retrouver dans une ville que j'avais pas choisie et en plus, sans le partenaire avec qui, j'avais construit ce projet. Donc en Ouais, fait, OK. Montréal, c'est venu aussi parce que j'ai pu avoir un contact, hein, pour aller là-bas. Donc c'est important de mentionner pour les gens qui savent pas où aller, quand aller, des fois, c'est bon de se renseigner avec les gens, qui connaissent d'autres personnes. OK. Alors concrètement, une journée où tout se passe bien, ça ressemble à quoi? Bon, alors j'ai déjà écouté les autres podcasts des autres personnes. C'est vrai que, bah, je vais un peu dire la même chose, c'est que j'ai pas du tout, une journée type, hein, mais je dirais que c'est encore moins que ce que j'ai pu entendre par Gaëtan et puis, la personne que tu avais, interviewée après. Tout simplement parce qu'en fait, la recherche, pour le coup, c'est pas, il y a pas un daily task. Il y a pas, comment dire? T'as pas des missions, récurrentes, en fait. Parce que le but de ta recherche, c'est de répondre à des questions de Ah, recherche et en fait, tu vas utiliser tous les moyens pour répondre à ces questions et souvent, c'est pas les mêmes, les mêmes choses tout le temps. Donc ça demande beaucoup de OK. s'adapter à ce que tu dois faire plutôt que, enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si on te dit: «Ben, là, tu as un objectif» et on se moque de quel chemin tu prends pour y aller, tant que tu réponds à cet objectif. Donc forcément, il y a pas de mission récurrente. La seule chose qui va être récurrente par contre, je vais dire parce que ça, c'est spécifique à notre laboratoire, c'est qu'on récupère des poches de sang de l'hôpital et on les processe pour récupérer les cellules, CD34+, donc c'est on appelle ça les cellules souches hématopoïétiques, et donc nous, on récupère ces cellules parce qu'en fait, on fait beaucoup d'éditions du génome dessus. C'est vraiment, les cellules qui nous intéressent le plus, pour différentes raisons. Après, l'autre option qu'on a là récemment, c'est qu'on a récupéré des, cellules, pluripotentes, cellules souches pluripotentes, induites, donc je vais dire presque reconditionnées là, enfin je sais pas trop si c'est français de dire ça. ouais, c Ouais, et donc on les utilise pour les différencier ensuite en HSC, donc hématopoietic stem cell. Donc c'est vraiment les cellules sur OK. lesquelles on travaille le plus. Et ça, Mais c'est le job récurrent? ça, c'est le Heu, job récurrent que, on peut faire, jusqu'à 2 fois par semaine. Après, on a vraiment un emploi du temps, donc généralement, si moi je le fais, ça va être, maximum une fois par semaine. Mais ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, toute ta journée, ça va être ça, quoi. OK. C'est quoi le truc que tu préfères dans ta vie de doctorante? Je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est, bah, 2 choses, de pouvoir faire ton emploi du temps comme tu le souhaites. Il y a une sorte de forme où tu peux quand même choisir, bah, là, si je veux, faire des formations, pendant ce mois-ci, ben, du coup, je vais faire moins de travail au laboratoire, puis je vais faire des formations. Si j'ai envie de faire de l'enseignement, pendant cette session, ce semestre, bah, je vais faire, de l'enseignement. Si j'ai envie de faire une conférence, je sais pas, l'année prochaine, ça peut être planifié aussi. Donc il y a quand même ce truc de on s'ennuie pas, quoi. Enfin, c'est Une très, vraie très liberté, ouais. variable. Il y a quand même une bonne liberté, OK. heu, plus grande que beaucoup de choses, tu vois? Je dirais que c'est vraiment le point, le plus positif, là-dedans parce que souvent les gens ils disent: «Mais pourquoi tu fais de la recherche? Tu sais, une fois que tu as passé 30 ans, c'est très instable», et c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est très instable et puis, il y a beaucoup de questionnements sur l'avenir, mais par contre, c'est très intéressant, c'est très enrichissant et on apprend, beaucoup, tout le temps. Ça, c'est bien sûr à condition que tu aies envie d'apprendre parce qu'en fait, toutes les thèses sont différentes et parce qu'en fait, tout le monde est différent. Mais ça, c'est quand même, et puis ça dépend de où tu es. Je dirais que le laboratoire où je suis actuellement, me donne beaucoup la liberté d'apprendre de nouvelles techniques, d'être formé sur de nouvelles machines. Par exemple, j'ai toujours eu de la difficulté avec la bioinformatique, mais j'avais quand même de l'intérêt pour apprendre, surtout là avec, l'explosion de l'IA, tu vois? Donc, ça donne vraiment envie de s'y intéresser un peu plus et dans le contexte de la biologie, bah, Ouais. en fait, là, tu vois, mon directeur, qui est très, très bon pour, de la bioinformatique, bah, en fait, je lui ai dit que je voulais être, encadré un peu pour ça et puis, bah, j'ai pu faire un side project, de bioinformatique. OK. Et j'ai vu que alors tu avais dit que quand tu étais au lycée, tu aurais voulu faire prof de maths et j'ai vu qu'aujourd'hui tu es chargée de TD en biochimie. Donc Mmh. enseigner, tu aimes vraiment ça? Ou c'était plus pour, le side job? C'est
Plusieurs raisons, ça dépend les gens encore une fois, tout le monde veut pas faire de l'enseignement et puis au Canada, c'est pas obligatoire. Je sais qu'en France, il me semble que le doctorat, ça comprend de l'enseignement, c'est quasiment obligatoire si j'ai bien compris. Mmh. Mais, au Canada, ça l'est pas et en fait, ça faisait quand même partie de mes objectifs d'avoir, enfin, un des objectifs que j'ai dans mon doctorat et pas juste finir ma thèse, mais c'est d'avoir, un panel de compétences assez large pour pouvoir, faire de la translation sur, des jobs qui pourraient m'intéresser. C'est OK. vrai qu'à ce niveau-là, faire de l'enseignement, je trouve que ça fait partie des compétences qui sont presque nécessaires pour, n'importe quel job de management. De l'enseignement, ouais. Donc non, c'était un vrai intérêt pour, la discipline et en plus de ça, j'ai envie de dire, c'est vrai que ça te rapporte un peu d'argent de côté, mais c'est très enrichissant comme expérience. Ça veut pas dire que j'ai envie d'être, enseignante à temps plein. En fait, maintenant que je l'ai fait, tu vois, je ferai pas ça à temps plein. Mais c'est très enrichissant. Tu apprends beaucoup de choses, tu beaucoup de choses sur, les relations, avec tes étudiants aussi, en fait, pourquoi ils comprennent pas. Si tu as envie de t'intéresser vraiment à l'enseignement, bah, en fait, tu dois beaucoup te remettre en question sur comment tu enseignes. Le sujet, peut-être un peu sensible, tu m'as dit que tu avais changé de labo en cours de thèse. C'est pas courant du tout, du tout. Est-ce que tu veux nous raconter, comment ça s'est passé et pourquoi tu as choisi de changer de labo? Ouais, bah, j'ai pas de problème pour en parler parce que, bah, ça fait un petit moment déjà et puis j'en ai parlé à beaucoup de personnes donc ça a permis de libérer beaucoup la parole dessus, puis de pas me renfermer sur, cette expérience, un peu traumatisante de ma vie. Alors comment ça s'est passé? Déjà, c'est vrai que c'est pas très courant, même au Canada. En fin de compte, ça arrive plus que ce qu'on ne pense. Par contre, c'est très tabou. Peu de gens vont en parler, il y a beaucoup de shame. Les gens, ils sont pas très fiers de ça, alors que souvent, c'est pas leur faute. Je vais raconter ma propre expérience, mais c'est vrai que pour, toutes les autres personnes que j'ai pu entendre m'en parler, ouais, c'est vraiment un coup dur. C'est difficile à encaisser et puis de se relever derrière. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent le doctorat, suite à des choses comme ça, donc ils veulent même plus continuer. Le désintérêt est très important parce qu'en fait, il Mmh. y a un peu la perte de l'amour de la science finalement, dans le process. Donc dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé mon doctorat dans un labo d'immunologie. Comme, c'était dans la même direction que ma thèse de pharmacie, je voulais un peu continuer sur, de l'immuno. Bah, c'était un labo d'immunologie, mais il se trouve que j'ai été sur un projet qui ne faisait pas d'immunologie. C'est vrai qu'en rétrospective, je me dis: «Bon, je me suis pris une petite douille quand même dans l'affaire», mais bon, ça m'a pas empêché d'aimer mon projet, comme mon enfant presque. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe quand tu fais, une thèse de doctorat, c'est que tu t'occupes d'un projet, c'est toi qui le lead, c'est ton petit bébé, puis tu essaies de le faire grandir, pour qu'il sorte, dans un papier. Donc ce qui s'est passé, c'est que, c'était un sujet très difficile. Alors, tu sais, là, je dis pas que les thèses de doctorat, c'est généralement facile, mais il y a des sujets qui sont plus ou moins palpables. Le mien était très compliqué conceptuellement, il y avait très peu de littérature. À l'époque, il y avait que 3 papiers qui avaient été sortis sur mon sujet, donc c'était très compliqué de s'informer dessus. Et donc il y avait mon labo qui travaillait, dessus. En fin de compte, il y avait que 2 personnes, c'est-à-dire un post-doctorant et moi. Donc très compliqué parce que, ben, pas assez de connaissances. C'est un peu comme si tu essayes de chercher une cible et puis, bah, tu sais pas où elle est, donc tu tires un peu au hasard. C'est vraiment, une très bonne analogie pour ce qu'on a fait. Ça veut pas dire qu'on n'a pas trouvé des choses, mais tu sais, des fois, c'est un peu difficile de chercher, une aiguille dans une botte de foin. Concrètement, le concept, c'était de chercher une fonction biologique à une protéine, dont on ne savait pas l'utilité dans le corps humain. Donc il y avait un peu la question de: «Ah, mais est-ce que ça sert à quelque chose ou pas?» Et après, il y avait la question de: «OK, si ça sert à quelque chose, ça Ouais. sert à quoi?» Donc voilà, ça c'était pour l'aspect plus, technique, du projet et ensuite il y avait plus l'aspect, relationnel, donc avec mon directeur de thèse. Je ne l'ai pas vu au départ, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Ouais, mais tu as pas remarqué quelque chose quand tu l'as rencontré?» Et en fait, la réponse simple, c'est non, j'ai rien remarqué. Je dirais pas non plus que je suis la meilleure, enfin la référence pour, trouver des aspects, étranges dans le caractère des gens, mais c'est vrai que pour le coup, j'avais quand même fait attention. Je trouvais que c'était quelqu'un de raisonné, qui m'avait l'air, quand même, la tête sur les épaules et c'est tout ce qu'il me fallait, tu vois? Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai rien remarqué et au bout de 6 mois, j'ai commencé à remarquer, des fois des phrases qu'il pouvait dire qui étaient assez désobligeantes. Voilà. C'était plus, dans l'optique
enfin, je sais pas dire, dans l'optique de rabaisser la personne, tu vois? C'était pas forcément, une insulte, hein, tu sais, c'est pas quelque chose d'assez, frontal comme ça, mais par contre, c'est vrai que ça pouvait être, des petites phrases comme, je sais pas, «Ouais, tu bosses pas assez. On dirait que tu es pas très motivé par le projet. Ouais, faut que tu fasses plus. Ne crois pas que ton doctorat va se faire en faisant, 9 to 5». J'ai des petites piques comme ça. Au départ, c'était ça. Au début, j'essaie de pas trop me concentrer dessus, puis moi, je suis du genre à me self-motivate beaucoup, donc c'est-à-dire que si mon manager, me rapporte des faits comme ça, ben, moi, je vais juste, me pousser à travailler plus, tu vois? Ça a commencé à prendre une pente descendante, je dirais dans la deuxième année, c'est-à-dire que j'ai passé ma première année, j'ai passé mon comité de thèse, hein, ça s'est pas très bien passé, donc ça, c'est vraiment, un des événements majeurs, du début de mon doctorat. Mon comité de thèse s'est super mal passé. Pour plusieurs raisons. Je dirais que je prends quand même, en partie la faute, dans le sens où je pense que j'aurais pu mieux me préparer, mais aussi parce qu'en fait, le choix du jury, qui normalement appartient à l'étudiant, là, c'était fait vraiment en collaboration avec mon directeur. Je pense pas que c'était le meilleur jury qu'on ait pu faire. C'était des gens, très pointilleux, puis pas dire méchants, mais qui ont une façon de parler qui est pas très agréable non plus. Donc c'est pas très encourageant. Derrière ça, j'ai eu un meeting avec mon directeur où lui était pas très content du feedback que j'ai eu. En fait, ça a un peu donné une mauvaise image de lui, son management parce que, j'avais pas fait un bon travail. Il s'est un peu énervé sur moi derrière parce que, bah, il était pas très content. C'était un peu compliqué ça, mais je me suis pas laissé abattre et en gros, je lui ai dit: «Ben, j'essaierai de faire mieux l'année prochaine». En fait, j'ai été beaucoup plus franche que ça. Je lui ai dit: «Si jamais ça s'améliore pas d'ici mon deuxième comité, je quitterai le labo». Enfin, je lui ai dit ça parce que j'ai dit: «Bah, si ça correspond pas à ce que toi tu voulais, ben, je vais pas rester». On s'en va vers la Mmh. deuxième année et puis, là, ça commence à dégringoler vers la fin de l'année parce que, déjà, on n'avait pas des super bonnes relations parce que je lui ai déjà rapporté plusieurs fois que j'aimais pas la façon dont il me parlait. Je suis pas du genre à me laisser faire non plus, même si, j'écoutais très bien comment il m'encadrait. Le problème, c'était vraiment la façon de dire les choses, ça me convenait pas. Donc je lui en ai parlé, il y a eu quelques fois, il s'est excusé, voilà. On arrive au deuxième comité. Le deuxième comité au Canada, ça s'appelle le prédoc, donc c'est un examen de synthèse sur tes connaissances dans le programme où tu es en cours et c'est vraiment un examen, c'est-à-dire, c'est un pass ou fail et puis si tu fails, on te propose de faire un rattrapage, mais sinon, en gros, c'est tu sors du doctorat. Genre, ils ont le droit de te virer Ouais, c'est alors la que tu fin, ouais. c'est la fin. Exactement, donc il y a beaucoup de pression pour ça. Ouais. Donc là, je me suis pas mal démené pour, bah, justement faire le meilleur examen que je pouvais parce que ça s'était pas très bien passé l'année d'avant et bon, pour plein de raisons, là, je vais pas revenir dessus, mais donc c'est vrai que là, j'ai beaucoup travaillé et au final, ça s'est bien passé. Donc ce que j'ai pas dit pour, juste le contexte, c'est que déjà mon directeur, pendant 2 ans, il m'a dit que j'allais pas forcément réussir mon examen, donc c'était un peu compliqué et en plus de ça, on avait vraiment pas des bonnes relations pour d'autres choses, donc en fin de compte, on en est venu à discuter de est-ce que j'allais partir ou pas du labo. Savoir aussi que j'ai vraiment vécu un harcèlement, tu sais, c'était très long, c'était très, difficile. Moi, j'ai essayé de vraiment améliorer nos relations, donc j'ai demandé de l'aide, aux services de RH, aux affaires académiques. Ça s'améliorait pas parce que lui voulait pas faire d'efforts. Donc on était vraiment dans des meetings à 4 où, bah, il disait: «Mais moi, en fait, je vais pas changer». Donc si tu veux, c'est Mmh. un peu difficile de Ouais. discuter avec quelqu'un qui veut pas faire d'efforts. T enfin, moi, je disais, tu as enfin, juste dans ces moments où il disait: «Je veux pas faire d'efforts», tu as pas juste eu envie de claquer la porte et partir, En fait, c'était beaucoup. Oui, je me suis beaucoup attachée à mon sujet, en fait, surtout, rendu en deuxième année, 3 année, parce que le doctorat, il dure minimum 5 ans au Canada, donc tu sais, c'est pas du tout comme en France où au bout de 3 ans, tu es sorti. Donc c'était un long process pour moi et j'étais rendue à un point où j'étais assez indépendante dans mon travail. C'est sûr que lui, il me donnait, des directions pour ma recherche, mais tu sais, il était pas sur mon dos à m'aider à faire mes manip, quoi. Et en fait, ouais. on a eu vent d'un labo je sais plus, c'était en Pologne, qui travaillait sur la même protéine que nous. Alors là, je peux te dire que c'était un cataclysme qui s'est abattu sur nous parce qu'en fait, c'est un sujet que mon labo travaillait depuis 10 ans et bah, en fait, mon directeur n'avait jamais publié dessus. Maintenant, OK. c'est vraiment son choix à lui de ne pas l'avoir fait, mais donc quand on a eu vent de cet autre laboratoire qui allait publier, donc ils avaient pas encore publié, bah, mon directeur là, son niveau de stress,
a un peu volé au plafond et en fait, ça s'est abattu sur nous. Concrètement, c'est ce qui s'est passé. Alors, on a tous travaillé d'arrache-pied pour sortir un papier, pour justement, sauver ce qu'il y avait à sauver de notre travail de 10 ans puisque, bah, il avait pas publié avant et donc en fait, dans notre malheur, on a eu de la chance parce que c'était un laboratoire où les gens étaient très gentils. Alors ça paraît, un peu risqué dit comme ça, mais il y a pas forcément une bonne ambiance entre les labos, en recherche parce que c'est un peu, la compétition, des fois La c'est les gens concurrence? Ouais. ouais, les gens sont vraiment pas très cool les uns avec les autres, c'est un peu cette ambiance toxique, que qui est un peu, bon, s palpable, mais ça dépend, les labos là, tu sais, je vais pas dire que c'est tout le monde, mais donc nous, on a eu de la chance et donc ils ont proposé qu'on fasse une copublication. Donc, en gros, le concept, c'est tu vas OK. soumettre 2 articles, à un journal et puis, tu veux que les 2 articles paraissent séparément, mais dans la même issue et donc, pour que ça fasse une histoire plus complète, d'un sujet, voilà, qui serait couvert par les 2 labos. Donc Et du coup, vous écrivez, à 4 mains ou Bah, alors c'est chacun écrit son papier, mais par comment? contre on a eu beaucoup de quand même d'échanges de mails pour, voir un peu ce que les autres faisaient, là où ils en étaient. Est-ce qu'il y a beaucoup d'overlap ou pas? Parce que s'il y a trop d'overlap, ben, là, tu es en compétition directe, donc là, c'est pas idéal. Pour nous, ça Ouais. allait parce que en fait, eux, ils faisaient plutôt de la biologie structurale, donc ils ont fait la cristallographie de la protéine qu'on étudiait. Puis nous, on a fait vraiment la partie plus biologie, donc sur l'aspect cancer d'ailleurs, je Donc dirais ça se même. complétait? Voilà, exactement. Ça se complétait très bien et on a pu, en bout de ligne, on a pu publier. Donc en 2025, notre article, il est sorti dans PNAS. Donc on était très contents, c'est un très bon journal. Mais par contre, dans le procédé, du papier, bah, notre relation s'est vraiment dégradée. Il avait tendance à crier beaucoup. Moi, j'avais un peu du mal Ah avec oui. ça. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu sais pas comment réagir, tu sais? Il y a quand même, une hiérarchie, tu sais? C'est quand même ton directeur. Force est de constater que c'est un homme, middle age, c'est genre dans le sens, il a plus de 50 ans, il est blanc, c'est un homme, il y a une position d'autorité, donc en fait, ça a donné vraiment pas, une bonne image de la situation. Parce que moi, je suis une femme, je Mmh. suis plus jeune, je suis une minorité ethnique, donc bah, en fait, ça rendait vraiment pas bien sur le papier. Mais tu sais, moi, mon but, c'était vraiment pas de chercher, le fight. En fait, moi, j'ai vraiment cherché de l'aide parce que je voulais rester dans le laboratoire. Il y a des gens qui me disent: «Mais tu aurais Ouais, dû attaché partir au avant». projet, en fait. Ouais, exactement. C'était très compliqué, je voulais pas forcément, des embrouilles non plus, donc tu sais, j'ai cherché lui voulait pas faire d'efforts, donc je lui ai proposé de faire, une co-supervision. Donc ça, c'est une autre option pour les gens qui, ne veulent pas quitter leur laboratoire ou leur projet, tu peux être co-supervisé avec un autre directeur, mais ça, c'est sous couvert qu'il accepte, la co-supervision et donc moi, dans mon cas, il a pas accepté. Donc c'était vraiment très compliqué parce qu'en fait, ça s'est tellement dégradé que, tu sais, en plus des hurlements qui poussaient, vraiment, tu sais, c'est quelqu'un qui me criait dessus comme si j'étais un animal. Je veux dire, à un moment, il s'est tellement énervé qu'il a Mmh. jeté son stylo. Ça m'a vraiment Ouais. choqué. Ouais, il y avait Ouais, ouais. alors c'est devenu de la violence physique et je tiens quand même à souligner parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Des fois, c'est pas de la violence physique, c'est que de la violence, verbale et en fait, c'est pas du tout normal. En fait, c'est pas du tout C'est pas s normal ouais, et les gens ne disent rien parce qu'en fait, ils ont peur, hein. ils ont peur des rep et toi, comment tu as réussi à à partir après, sans avoir peur des représailles? Alors il Parce y que a ça a un plusieurs choses, impact. ouais. Ben, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que donc déjà toi, tu es pas dans le meilleur état possible parce que, bah, tu es touché par ce qui se passe, tu es faible, tu es sensible, hein, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a la fatigue, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, il y a beaucoup de questionnements personnels, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Bon, la première chose, c'est de demander de l'aide. Vraiment le premier conseil que je peux donner, c'est demander de l'aide et pas forcément, juste, tu sais, les gens qui t'entourent. Là, bien sûr, il y a le support moral de ton entourage, mais il y a surtout, dans mon cadre, à moi, c'est que j'étais dans un institut de recherche, donc j'ai demandé de l'aide, plus haut dans l'institut. J'ai Mmh. demandé de l'aide donc, aux affaires académiques. C'est très important, surtout dans un cadre, bah, d'étudiant parce qu'effectivement quand tu es, au doctorat au Canada, tu as un statut d'étudiant. C'est pas le cas en France. Tu as un statut, de travailleur en France donc, c'est peut-être différent, mais, chez nous, on est quand même sous couvert des étudiants donc, les affaires académiques en premier lieu, puis ensuite, les, les ressources humaines. Ressources humaines, des fois il y a Ouais. des ombudsman, des choses comme ça et donc tu demandes de l'aide et ça dépend l'aide dont tu as besoin. Parce que ça dépend les cas, des fois il y a de la violence, physique, des fois il y a de la violence sexuelle, il y a différents types là maintenant
de problème. Donc moi, c'était vraiment, verbal et puis, bah, là, le stylo qui vole, moi, j'ai dit: «Je peux pas», tu vois? J'ai dit: «Franchement, j'ai pas été Ouais. éduqué dans la violence, donc quelqu'un qui balance son stylo là, moi, c'est au-dessus de ce que je peux accepter». Surtout que, enfin, je veux dire, Mmh. tu manager, hein. Un manager pour moi, tu te contrôles, quoi. Si tu énervé, Oui, oui. bah si tu énervé, Ouais, complètement. tu vas te calmer, dans un coin tout seul, mais tu vas pas, crier sur quelqu'un, puis balancer ton stylo comme si tu un enfant de 5 ans. Donc moi, c'était Mmh. très vite vu, donc j'ai demandé de l'aide. J'aurais dit: «Bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais?» J'ai fait: «Moi, je sais plus quoi faire». Parce qu'en fait, j'en ai parlé à mon directeur. Souvent, c'est ça le problème, hein, c'est que les étudiants ont du mal à confronter leur directeur parce qu'ils ont peur des représailles. Parce qu'ils ont peur, de la maltraitance derrière, ils ont peur de pas finir en 5 ans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui finissent en 7-8 ans, hein. C'est très courant au Canada de finir le doctorat en 7-8 ans donc ben, tu sais, si Oui, tu en ou de pas finir du tout. oui, ah oui, bah, alors il y a des gens aussi qui finissent pas malheureusement, mais c'est beaucoup la durée des fois qui fait peur parce que, ben, tu sais, tu plus de 30 ans donc ben, forcément tu as envie de finir et puis, de vivre, une vie différente, peut-être Ouais. de changer de parcours, ça dépend. Mais bon, donc moi j'ai demandé de l'aide, donc il s'est un peu, retrouvé dans un coin, ça j'ai envie de dire parce qu'en fait, je l'ai exposé, donc il a pas du tout aimé, il m'a fait de l'intimidation. Je sais pas, il est venu me voir à 18:00, le soir pour me dire: «Ouais, balance pas, des mauvaises infos sur moi», et donc bah, moi je lui ai dit: «Mais en fait, Mmh. enfin ta réputation tu te la fais toi-même, enfin je veux dire moi j'ai pas le temps d'aller voir tous les labos pour leur dire ce que tu fais, quoi». Et enfin et Ouais. ça Oui, oui, enfin, il était déjà un peu connu autour? ben, en fait, il était pas forcément connu dans le sens, pour ça. En fait, c'était su, mais tout le monde ne le savait pas. Donc quand je l'ai fait remonter un peu plus haut, ben, OK. ils m'ont dit que c'était quelqu'un avait déjà rapporté quelque chose, mais ils avaient rien fait. Donc ben, là, moi, j'étais un petit peu énervé, au niveau du système parce que je veux dire, tu es dans un institut, tu sais qu'il y a un directeur qui pose problème et tu fais rien. À ce niveau-là, le problème, c'est presque politique parce que, en fait, l'institut ne dépend pas de l'université, donc tu sais, les règles qui s'appliquent à l'université s'appliquent pas forcément à l'institut et en plus de ça, c'est politique. Pourquoi? Parce que, ben, ce gars-là, ça fait 15 ans qu'il est dans l'institut, donc ben, en fait, il a clairement une position de force dans l'institut. Mais bon, Et la tu oui, alors, ben, ça a pris du temps. Il y a pas de solution miracle. Le conseil que je donne, c'est de se faire entourer. Tu sais, je vais pas mentir non plus, je suis allé voir un psychologue pour parler de ça. Parce qu'en fait, forcément, moi, j'avais beaucoup de mmh, questionnements, sur moi, donc pour le coup, c'était payé par l'institut, hein. Moi, j'ai rien déboursé, donc ils ont payé un psychologue. J'ai eu beaucoup de questionnements sur, ouais, en fait, il faut se dire qu'on est perdu. Là, tout ce que je vais dire, hein, ça paraît peut-être, obvious de vue de l'extérieur, mais pour moi, ça l'était plus. J'avais plus de repères, tu sais, je vivais, du harcèlement, tous les jours, donc je savais plus ce qui était normal, ce qui l'était plus. Donc tu sais, le psychologue que j'ai vu, je lui ai posé beaucoup de questions sur, je lui ai raconté les scènes, je lui ai raconté, j'avais pris des notes, tu sais, j'ai fait un dossier pour harcèlement psychologique, donc j'ai écrit 21 pages pour, recenser tout ce qui s'est passé. Donc j'en ai parlé à ce ouais. psychologue et je lui ai demandé: «Mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal? Est-ce que» enfin, tu sais, vraiment parce que j'avais plus de repères. Donc ouais, non, il me disait clairement, «Il y a un gros problème là, c'est pas normal du tout, vous avez bien fait de partir». Pour la phase de départ, c'est un process qui a pris plusieurs mois parce qu'en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est pas juste ta santé mentale, là, faut penser à l'après. Donc c'est-à-dire, est-ce que tu veux continuer ton doctorat? Si oui, bah, faut chercher un autre laboratoire. Si tu trouves un autre laboratoire, ben, maintenant c'est la question de tu reprends un nouveau projet, est-ce que tu es prêt à t'engager pour 5 ans à nouveau ou pas? Parce que moi j'étais déjà en troisième année, donc bah, tu sais, il y a un peu la question de est-ce que je reprends à zéro. Donc tous ces Ouais. questionnements sont venus, puis donc moi c'était le choix que j'ai fait, c'était, heu, je pars déjà parce qu'il y a des gens qui finalement, ils vont quand même accepter de rester et puis ils vont se taire. Donc Oui, il y a beaucoup de gens qui qui se font serre ça. les dents pour aller jusqu'au bout et Moi, rendu là, je pouvais pas, à moins que lui faisait un effort. Moi, c'est ce que j'avais demandé. J'ai dit: «J'ai envie de rester, mais par contre, faut qu'on ait un suivi avec l'institut et que je vois un effort». Parce qu'en fait, je peux pas, continuer à me faire traiter comme de la merde et bon, bah, concrètement, lui, il m'a dit, «Bah, si tu restes, donc pas de co-supervision et en plus, faut que tu me respectes et que tu me fasses confiance». Alors là, il y avait trop de critères pour moi, donc je lui ai dit: «Tu l'avais, c'est juste que tu l'as perdu à partir du moment où tu as commencé à me crier dessus». Donc voilà. J'ai dit: «Bah, je pars».
c'est assez, marrant parce qu'il est venu me voir et puis il me dit: «Ouais, mais si tu veux, je peux t'aider à chercher un laboratoire et tout», J'ai fait: «Non, non, c'est bon, j'ai pas besoin de ton aide, je suis pas arrivée ici par hasard, je me suis toujours débrouillée toute seule et puis, j'avais assez de contacts pour trouver, chaussure à mon pied». Donc en fait, j'ai commencé à contacter d'autres directeurs et en fait, alors je sais pas si on peut parler de chance là pour le coup, mais, il y avait un directeur que je connaissais d'avant. C'est-à-dire que je le connaissais d'avant mon doctorat parce que, ça faisait partie de mes choix, pour le doctorat donc, je l'ai recontacté. À l'époque, il m'avait pas pris parce qu'il avait pas assez d'argent. Ça, c'est vraiment le gros problème des laboratoires, publics, c'est qu'ils ont pas d'argent et donc lui, il avait pas d'argent parce qu'il commençait son laboratoire. Donc vraiment, son laboratoire, a commencé à exister il y a 7 ans et aujourd'hui, c'est un laboratoire très Mmh. prolifique, hein. Donc en fait, j'ai décidé de le rejoindre. Il m'a fait une proposition. Moi, je lui ai dit: «Je veux pas faire 5 ans maintenant parce que, ben, j'ai déjà 30 ans et puis je me vois pas, finir mon doctorat à 35-40». Et donc il m'a dit: «Bah, pas de problème, écoute, je vais te prendre pour un projet de 2 ans» et puis voilà. Donc j'ai eu de la chance et ce que je dirais aussi pour les gens qui sont Donc ça dans t'a pas le rajouté d'années, le fait de partir? non, ça m'a pas ajouté d'années, mais par contre, ce qui est très important et je pense que, je sais pas si c'est pareil en France, donc je vais prendre avec des pincettes, mais pour le Canada, pour la thèse, ce qui est important, c'est d'avoir, suffisamment, dans ta thèse pour du coup défendre ton sujet. Donc souvent c'est réparti en plusieurs chapitres la thèse et j'ai réussi à avoir un accord avec mon ancien directeur pour pouvoir faire mon premier chapitre de thèse avec les données que j'avais fait dans son labo. C'est pas du tout trivial, hein, parce qu'en fait s'il n'est pas co-directeur de la thèse, normalement tu n'as pas le droit d'utiliser les datas que tu as créées, dans son labo. Que tu as produit. Parce qu'en fait, c'est lui qui a payé, qui a financé ses recherches et donc ça lui appartient. Ça t'appartient pas à toi. Donc Ouais. il y avait un peu ce petit souci, là et dans mon cas, je lui ai fait signer un papier, qui stipulait que je pouvais utiliser ça pour ma thèse. Ça a été, signé par les RH, les affaires académiques et puis aussi par le Scientific Integrity, c'est genre de l'institut, pour que ça ait une valeur légale. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment pour la partie administrative et après pour le changement, de laboratoire au niveau de l'université, franchement, c'était super simple. Il a juste fallu que je contacte, bah, les personnes en charge du programme. T'as même pas besoin d'expliquer pourquoi tu pars. En vrai, ils te demandent pas, donc c'est vraiment à ta discrétion. Bon, dans mon cas, j'en ai parlé parce que en fait, c'était des gens qui étaient dans l'institut, qui faisaient partie de ce comité, donc j'en ai parlé aussi parce que je voulais que ça se sache. Je voulais que ce gars ait, de l'aide, en fait, parce que concrètement, il a besoin d'aide. Donc j'ai dit: «Bon, bah, juste pour que Mmh. vous sachiez, c'est quelqu'un qui est extrêmement stressé». C'est pas quelqu'un qui est méchant par nature, mais tu sais, qui est trop stressé et puis il a besoin d'accompagnement. Et après je suis parti, donc en août l'année dernière et je suis arrivé dans l'autre labo en septembre. Vraiment, il y a pas eu de gap, tu sais, j'ai peut-être eu une semaine, pour reprendre mon souffle et puis j'ai recommencé. Et la transition s'est bien faite, tu pas eu de Hem, soucis, à redémarrer sur un nouveau sujet? Bah, là, je vais pas mentir, c'est quand même très difficile parce que, ben, mmh, ça, c'est un peu comme quand tu changes de job et que tu t'es fait virer avant. C'est-à-dire que, ben, tu es un peu, la tête qui est encore dans le projet. La transition s'est bien faite, c'est juste, on a besoin de temps. Tu sais, j'ai envie de dire, pour tous les gens qui passent par cette épreuve, c'est très difficile. Tu as besoin d'un directeur, d'un nouveau directeur qui est compréhensif et qui te laisse le temps de te réadapter. Parce que franchement, oui, c'est difficile. Quand tu as fait 3 ans dans un labo sur des techniques, puis juste sur l'organisation du labo. Tous les labos sont différents, c'est pas organisé de la même façon, donc faut se réhabituer, ça prend du temps, et puis il faut pas se laisser abattre. Faut réussir à se motiver pour continuer. OK, OK. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je pense que ça va aider beaucoup de gens, parce que tu dois pas être la seule d'avoir vécu ce genre de choses. On va reprendre le fil rouge, pharmacie. Mmh. Aujourd'hui, donc, tu es docteur en pharmacie, mais concrètement, tu n'exerces pas le métier de pharmacien que tout le monde, croise au quotidien. Mmh. Le fait d'être pharmacien, ça change quoi dans ta façon de faire de la recherche? Alors je dirais pas que dans, la partie technique, ça change quelque chose parce que j'ai beaucoup plus appris, dans mon doctorat et puis, bah, au départ en école d'ingé. C'est ça qui m'a aidé à à avoir les bonnes connaissances techniques, les bonnes pratiques, je dirais, du laboratoire. Mais par contre, sur la façon dont tu conceptualises, la science, que tu conceptualises ton projet, ça change des choses parce que je le vois, les gens qui n'ont pas fait de clinique, dans le passé, ben, ils ont pas la même vision de la recherche. Ben, nous, on a un petit peu le fil qui t'emmène au patient.
tu vois? La pharmacie, c'est le lien avec le patient et ça, c'est quelque chose que je vais vraiment essayer de valoriser à fond quand j'aurai fini mon doctorat parce que pourquoi j'ai fait de la recherche au départ, c'était pas de la réorientation, c'était, un gros complément dans ce que je faisais avant. Mais je trouve que c'est très complémentaire hein, parce qu'en fait, tu fais de la recherche, préclinique et le but, c'est Mmh. d'emmener ta Oui, recherche en clinique. Enfin, je veux dire, c'est le rêve de tout chercheur que que ce sur que de tu la as développé. sur de la Ouais, thérapie, ouais. ça dépend les OK. chercheurs, mais c'est vrai que dans mon cas, ça serait mon rêve. Toi, tu vois la vision patient, à travers, Ouais, l'étude de la molécule. ouais, bah, là, en fait, OK, j'ai hyper changé de intéressant. projet vraiment en fait, le problème, c'est pas tellement qu'est-ce que tu fais dans le labo, j'ai envie de dire, c'est plutôt dans quelle optique tu fais ta recherche? Et c'est vrai que là, dans mon cas, ben, j'ai changé de projet. Tu sais, là, moi, on travaille plus sur la leucémie maintenant, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup le patient en bout de ligne parce que la leucémie, c'est compliqué, c'est stratifié, il y a beaucoup de Mmh. résistance, il y a beaucoup de thérapies, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et en fait, bah, je vois vraiment le patient en bout de ligne. Il y a beaucoup de gens et beaucoup d'enfants qui ont des leucémies, qui meurent jeunes parce qu'en fait, on n'arrive pas soit à le détecter assez tôt, soit on n'arrive pas à le traiter. OK, et ça veut dire quoi pour toi être pharmacien? Ouais, bonne question. C'est la question, toujours compliquée. C'est ça, parce que ça dépend, Genre si tu devais expliquer à un enfant ce que c'est qu'un pharmacien? bah, si je dois expliquer à un enfant ce que c'est un pharmacien, je dirais que c'est un professionnel de la santé. La priorité, c'est, le patient est au cœur de nos priorités. Je dirais, c'est quelqu'un qui a des très bonnes connaissances en physiopathologie et bah, tout ce qui est l'effet des molécules sur le corps. C'est surtout ça que je dirais parce qu'en fait, en fin de compte, le pharmacien par rapport à d'autres spécialités de médecine, c'est qu'on a peut-être moins l'aspect, anatomique des fois, tu vois? Un peu que tu as en kinésithérapie ou Mmh. voilà, mais par contre, tu as beaucoup plus de connaissances sur ce qui se passe dans le corps, sur, le métabolisme des molécules et l'effet des molécules sur le corps. Donc ça, c'est ouais, c'est ça pour moi le plus important. Donc maintenant tu vis de la recherche. Quand tu étais étudiante en pharmacie, on va dire, genre, étudiante en troisième année, est-ce que tu avais une croyance sur, le monde de la recherche qui s'est avérée complètement fausse aujourd'hui? Ouais, j'ai toujours pensé que avant que je vais faire de la recherche. C'est marrant maintenant, d'y penser, mais c'est vrai que je trouvais que c'était un peu des nerds, tu vois? Genre des gens qui sont enfermés dans leur labo et qui ont, 0, compétences sociales. Alors, en partie, c'est vrai, hein, je vais pas mentir, il y a des gens on retrouve certains types de profils, je dirais, dans la recherche, mais c'est quand même, faux en partie. Il y a des gens qui sont en recherche, ils ont l'air tout à fait normaux. OK. Hem, alors pour un étudiant en pharma qui pourrait nous écouter et qui se dit: «Je veux pas faire d'officine, mais je sais pas quoi faire d'autre», tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais déjà alors oui, de se renseigner, mais de se renseigner auprès de personnes qui ont, plus d'expérience. C'est-à-dire, je dirais, faut déjà pas se fermer de porte parce que souvent les gens ils se disent: «Ah mais la recherche», en plus là, si tu demandes à quelqu'un qui est en deuxième année de pharma: «Est-ce qu'il ferait mon parcours?» probablement qu'il dirait non parce que déjà, tu vois, ça fait plus de 10 ans que je suis en études. En fait, faut pas se dire ça, faut se dire que chaque chose elle se fait en son temps et puis tu verras bien ce qui se passe quand tu finis, ce que tu es en train de faire. Parce que, tu sais, moi je me suis jamais dit, «Bah, tiens, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, puis ensuite je vais faire ça». Enfin, ça a jamais été un plan linéaire, hein. Ça a toujours été, des choix que j'ai faits quand le choix, s'est présenté à moi et quand j'ai eu l'opportunité. Parce que la vie, elle est faite d'opportunités. Donc, déjà ne pas se fermer de porte, s'intéresser aux choses qui t'intéressent moins. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que la biotechnologie pour moi, c'était pas une vocation, quand j'étais au lycée, par exemple, tu vois? Mais par contre, ne pas se fermer de porte, ce que je veux dire, c'est, bah, tu vois, je suis parti en Erasmus, j'ai fait quasiment que des cours de biotech, de génie, biologique et en fait, comme ils sont super avancés par rapport à la France, enfin à l'époque c'était le cas, mais en fait, ça m'a ouvert un champ des possibles. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça que je veux faire», tu vois? Et c'est là où je me suis dit: «Mais c'est ça l'avenir, quoi». Je me suis dit: «En fait, c'est ça, tous les problèmes qu'on a avec les thérapies, de petites molécules, peut-être que, certaines des solutions se trouvent là-bas, dans la biotechnologie» et puis c'est vrai, hein, je veux dire, en fin de compte, les vaccins, les thérapies, les immunothérapies, tout ça, c'est, issu des biotech. Donc ne pas se fermer de porte, s'informer, demander à des gens qui ont fait des parcours atypiques, comment ils en sont arrivés là. Des fois, ça coûte rien d'envoyer un mail, d'écrire sur LinkedIn même, enfin ça dépend les gens, mais c'est vrai que je reçois souvent des mails, via Maria Zenu qui me redirige Mmh. des étudiants qui s'intéressent soit au master, soit à l'école de biotech
J'ai eu des gens aussi qui m'ont écrit pour, le doctorat suite à la pharmacie, parce que c'est pas un parcours typique, hein. C'est pas beaucoup de Ouais, pharmaciens qui se lancent dans la recherche après. Mais donc c'est bien de s'informer. Franchement, mon conseil principal, c'est pour trouver sa voie, il y a rien de mieux que de demander des rester conseils. curieux, ouais, 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 vraiment. rester curieux, ouvert. Est-ce que tu as des ressources à conseiller, des livres, des podcasts, même un film qui t'a marqué en lien avec, la science, la recherche, la pharma? Bah, pas vraiment de film, là, parce que, en plus, je suis difficile en film. Plutôt, je dirais, par exemple, le podcast du CEFI, je trouvais que c'était pas mal pour les masters parce qu'en fait, de base, le podcast qu'ils font, c'est pour justement aider les étudiants en pharma à choisir, leur master pour ceux qui veulent se spécialiser. Mmh. Je trouve que c'est vraiment bien parce que ça te donne déjà un goût de, est-ce que ça va te plaire ou pas? Parce que, en fait, j'ai écouté un peu les gens qui ont participé dans le podcast et c'est vrai que, moi, j'avais pas eu ça à l'époque et je pense que ça aurait pu m'aider parce que moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'était demander à des gens dans les années supérieures, à quoi ressemblait le master. Donc déjà, ça te donne un a priori, de ça et je pense que des fois, c'est bon parce que en fait, tu sais pas à quoi t'attendre. Je veux dire, tu beau regarder le programme de master, en fait, ça veut rien dire tant que tu l'as pas fait. Donc Oui, ouais, ouais, faut être passé par là. Alors, je vais te poser un peu la question de la fin, mais après on fera un petit détour parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas creusé et qui m'intéresse. La grande question, c'est: tu veux faire quoi quand tu seras grande? c'est une bonne question, je me la pose tous les jours. Hem, mais ça, c'est J'ai vrai que pas la c'est réponse pour marrant. moi, hein, donc Ouais, tu sais, c'est un peu le truc des gens qui ont un peu la bougeotte aussi, j'ai envie de dire parce que pourquoi je suis pas allé en officine? La première réponse, c'est parce que, j'ai un respect profond pour les pharmaciens d'officine, j'ai beaucoup d'amis qui en font, mais c'était pas, assez exaltant pour moi. Il y avait pas assez de renouvellement, tu sais? Enfin, je veux dire, l'aspect, c'est pas, comptoir, mais c'est vrai que tu donnes beaucoup de ta personne aux patients. J'étais pas prête à le faire. Cet aspect, OK, et social et moi, j'avais besoin de plus de science et moins de social, hein, c'est vraiment, lié à ma personnalité. Donc je suis parti pour ça. Après, je suis allé, plutôt en industrie parce que j'ai fait 2 stages en industrie quand même avant. Donc le fait d'aller en académique, par la suite pour mon doctorat, c'était compliqué parce que j'ai fait toutes mes formations dans l'industrie, donc aller dans l'académique après, quand tu as été habitué au cadre, à l'organisation d'industrie, c'est pas pour tout le monde. Bon, moi j'ai accepté pourquoi? Parce que les thèses CIFRE, ça n'existe pas au Canada. Sinon, j'aurais peut-être cherché faire une thèse CIFRE, hein, donc en industrie. C'est vrai que rendu là, comment j'envisage mon futur? C'est compliqué parce qu'on est à des âges où on construit, notre vie encore. On finit nos études, on ouais. travaille, donc c'est difficile de se projeter sur 20 ans, 30 ans là. Mais si je pouvais choisir aujourd'hui, j'aimerais bien retourner dans l'industrie mais rester en recherche. Ce serait, OK. ce serait Je vraiment, pense que un ch t'as les diplômes, ils sont recherchés. À mon avis, ben, tu pas de mal à trouver. je vois comment est le marché. C'est très compétitif dans toutes les filières. Là, Oui, c'est compétitif, mais c'est pas juste pour moi, là. l'industrie pharma, c'est toujours compétitif, l'industrie pharma. C'est compétitif, mais faut se démarquer. Franchement, toutes les personnes qui me contactent, par LinkedIn ou par mail, tu sais, souvent on fait des appels et donc moi je leur dis, tu sais, tu beau avoir l'impression que ton CV est vide, il y a forcément des choses, c'est juste que tu sais pas comment l'exploiter, tu sais pas comment le présenter. C'est Oui. beaucoup, c'est très commercial, hein, je vais dire, hein. Faut savoir se vendre. C'est très commercial parce qu'en fait, tu as des compétences, mais souvent, tu vas toi-même te rabaisser et en fait, c'est des compétences qui Mmh. sont recherchées, c'est juste que tu sais pas comment les présenter. Faut ouais, faut un peu se battre, faut se faire sa place. Puis dans le métier très polyvalent du pharmacien, je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les soft skills Ouais, qui sont cherchés, qui sont demandés et ça, c'est pas des choses qu'on apprend, à la fac, quoi. C'est pas des choses non, qu'on apprend, non, on n'apprend pas ça. donc c'est des choses à mettre en avant. Alors le petit détour que je voulais faire, c'était ta start-up. Tu as monté une start-up, pendant ton doctorat, start-up que tu m'as dit qui a coulé. J'ai vu qu'elle apparaissait pas dans ton profil LinkedIn, donc ça, en parlant de réussir à se vendre, je pense que c'est quand même des choses à creuser. Ouais. Et c'était quoi cette aventure? Comment tu as eu l'idée? Comment tu t'es lancée? Donc ça vient de la pharma, ça vient de la fac. Donc c'était un projet de master 2. C'était un projet, alors je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un truc d'entrepreneuriat. Donc initialement, je pense qu'on était un groupe de 6 personnes. Donc on a fait, la soutenance du projet, donc c'était, très,
Bah, on a essayé de faire ça de façon professionnelle. On a fait effectivement, tout le dossier et cetera. Puis on a présenté, notre projet et en fait, le jour de la présentation, ce qu'on savait pas forcément, c'est qu'il y avait des investisseurs, dans le jury et Mmh. donc en fait, quand on a présenté le projet et le business plan, bah, à la fin, ils nous ont dit, «Bah, là, si on vous donne 15 000 €, qu'est-ce que vous faites?» Moi, de toute façon, j'y croyais pas du tout, hein. Genre, j'ai dit: «Bah, écoute, on ferait ça, 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 on suit le business plan». Ils nous ont dit: «OK, bah, on vous donne 15 000 €». Et Excellent. ce qui était une aventure, scolaire hein, est devenu, une aventure, d'entrepreneuriat. Ouais, Donc on s'est retrouvés à 4 je crois. On était 6 on s'est retrouvés à 4 puis ensuite on s'est retrouvés à 3 ouais. et on a eu de l'argent pour faire la preuve de concept. C'est-à-dire qu'on a eu suffisamment d'argent pour embaucher 2 étudiants, qui étaient en stage de master et pour, payer tous les réactifs dont on avait besoin. Ils nous ont laissé utiliser le Fab Lab de l'ESBS, donc c'est pour, Ouais. typiquement pour des projets comme ça. Alors c'était, sur le plan professionnel, ça m'a beaucoup appris. Je suis très contente de cette expérience, mais c'était très intense parce qu'en fait, on était donc, les 3 cofondateurs, je veux dire, on était plus au départ, mais mettons les 3 derniers cofondateurs, on était très occupés par nos propres stages de master 2. Et en fait, bah, c'était compliqué la supervision parce que ça s'est fait pendant nos stages et moi j'étais déjà au Canada. Mais bon ça on s'est pas découragé hein. On a fait tous les protocoles en avance, c'est nous qui avons fait les entretiens, on avait fait, les offres de stage. Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens à distance, sur mes lunchs, pendant mon stage donc ça juste pour le décalage Mmh. donc finalement on a choisi 2 étudiants qui nous semblaient, plutôt compétents. Puis on avait besoin de gens qui avaient, de l'expérience en expression de gènes, à partir de bactéries parce qu'en fait on voulait extraire, une enzyme et le concept du projet c'était de dégrader des microplastiques de façon enzymatique. Là OK. c'est pas le projet mais donc ça nous a beaucoup appris, on a eu notre preuve de concept. Donc l'IMS qui est l'Institut du médicament de Strasbourg, c'est eux qui ont financé la preuve de concept et ils nous ont proposé de payer également l'analyse du dossier par, un avocat pour, regarder au niveau de la propriété intellectuelle. Si jamais on voulait poser un brevet. C'est quand même pas rien, hein, c'est aussi 700 €, tu sais? Je sais pas si on l'aurait sorti de notre poche à l'époque, hein. On a fait, Mmh. l'étude du dossier. Il y avait des expériences à faire en plus donc en fait, quand je suis rentré en France avant de commencer le doctorat, beh, en fait, j'étais au labo en train de faire des expériences pour finir notre dossier. Franchement, c'était, compliqué. Donc on a fait ça et puis, en fait, ensuite, les vrais problèmes sont arrivés. Hein. Une fois que les étudiants étaient partis, qu'on avait ça, ben, c'était un peu la question, ben, on fait comment? Parce que moi, je commençais le doctorat, il y avait un autre gars qui commençait un doctorat et puis, l'autre gars encore, je sais plus, il est parti en officine. Donc bah, en fait, on s'est OK. un peu retrouvés, mains et pieds liés, bah, personne voulait forcément abandonner ce qu'il faisait, surtout que, bah, on savait pas si ça allait aboutir. Donc en fait, c'était un peu compliqué parce qu'on a demandé à quelqu'un de nous rejoindre dans l'équipe. Donc on voulait, quelqu'un qui avait un background plus de commerce pour être CEO de la boîte et pour présenter le projet à des potentiels, collaborateurs. Parce qu'on s'était dit: «On aimerait bien amener le projet un peu plus loin et ensuite le vendre». Parce que bon, ça c'était personnel, je pense qu'on n'avait pas forcément envie de garder la boîte, à vie non plus et en fait, à partir de là, heu, il s'est plus passé grand-chose. Voilà. Je peux pas dire que la Ah boîte a le coulé, mais en fait, juste on s'est beaucoup moins investi. Puis il y a l'aspect un peu, de relation encore une fois, du travail parce que c'était des très bons amis, en fait, les autres cofondateurs. Mais des fois, bah, tes amis, ce sont pas les meilleurs, coworkers, tu sais? Enfin, puis ça, Mmh, oui, c'est un fait. mais c'est difficile, c'est délicat dans ces moments-là. Bah, ouais, donc en fait, moi j'ai moins participé parce que j'ai vraiment beaucoup donné. Tu sais, je cherchais des financements au Canada pour la boîte, en France et ouais, ça m'a pris énormément d'énergie pendant ma première année de doctorat et en fin de compte, tu vois, j'ai vu que la motivation commençait à baisser, bah, chez les 2 autres donc en fait, moi je me sentais pas De prête à porter le porter projet seul, ouais. voilà. Et tu as des regrets par rapport à la manière dont ça s'est passé ou tu es quand même heureuse que ce soit passé et tu as quand même Mmh, appris des choses au final? ouais, C'est franchement, valorisable? ouais. Bah, franchement
Pour répondre à ta question, non, je regrette rien. Je trouve que j'ai fait ce que j'ai pu. Je trouve qu'on avait un très beau projet, mais c'était pas compatible avec nos vies, en fait, tout simplement. Et puis peut-être qu'on Ouais, a manqué un peu d'accompagnement parce qu'une fois que le SBS nous a et puis l'IMS nous a un peu lâchés, ben, je pense qu'on manquait de cadre aussi, tu vois? C'est pas facile l'entrepreneuriat, surtout quand tu fais autre chose à côté. Puis, bah, nous, on n'avait pas de formation en entrepreneuriat. Enfin, concrètement, on est des pharmaciens, donc je vais pas faire un dessin, mais on n'a pas fait de commerce, on n'a pas fait de business. Et c'est des choses comme ça qui font que c'est un peu difficile. Et puis, mais après, je regrette rien. J'ai énormément appris. J'en parle quand même beaucoup dans dans même mes demandes de bourse, de financement là au Canada. Bah, ça montre beaucoup de leadership quand même. Ça montre du leadership, ça montre de l'organisation, ça montre, de la volonté, ça montre, parce qu'on a quand même eu le concept, scientifique, donc ça montre aussi de l'innovation. Non, franchement, j'ai beaucoup appris. J'étais très contente de cette expérience. trop bien. Bah, merci beaucoup, beaucoup Johanna, pour ton partage. Tu me disais juste avant qu'on commence à enregistrer que tu fais des concours de vulgarisation scientifique. Est-ce qu'on peut les retrouver quelque part en ligne? Pour, celui que j'ai fait il y a deux ans, j'en ai fait 2. Tu peux pas les retrouver parce que c'était des petits trucs, bah, comme quoi faut commencer petit pour monter plus haut parce que là, cette année, j'ai fait, Falling Walls et en fait, c'est un concours international. C'est un peu comme ma thèse en 180 secondes. C'est le même concept, c'est 3 minutes, tu parles pendant 3 minutes d'un projet. C'est pas forcément ta thèse d'ailleurs. Et en fait, j'ai gagné la phase, bah, de Montréal. Je savais pas, mais si tu gagnes la phase, que tu faisais au niveau local et ben, en fait, tu vas à Berlin pour la phase internationale. Excellent. Donc ça, ce sera, retranscrit tout sur YouTube, donc ce sera en novembre, 2026 et bah, j'ai vraiment trop hâte d'y aller. Ben, bah, je chercherai le lien et je le mettrai peut-être en description de l'épisode. Ça marche. Je trouve ça hyper intéressant. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pensais qu'on allait aborder, qu'on n'a pas abordé avant qu'on coupe? Non, bah, juste, s'il y a des gens qui ont des questions, moi, il y a vraiment pas de souci, j'essaie de justement me rendre disponible pour, bah, pour tous les gens qui auraient des questionnements, soit sur le doctorat, soit sur l'école d'ingé, soit sur le master, soit, même les stages en entreprise. Enfin, je veux dire, c'est très varié. J'ai fait beaucoup de choses, mais, non, j'ai toujours beaucoup de plaisir à répondre, même sur LinkedIn, ceux qui arrivent pas des fois à trouver le lien pour Madame Zenu, donc ça me dérange pas et parce que je sais que moi, à leur place, c'est vraiment ce que j'aurais fait et puis j'ai eu de l'aide aussi, il y a quelques années quand j'avais des questions, donc j'essaie de le rendre autant que je peux, donc voilà, c'est juste ça. Un immense merci Johanna. J'espère à bientôt et merci de t'être rendue disponible, notamment avec le décalage horaire. C'était pas évident de trouver un créneau. Pas de problème. Donc merci pour Avec ça. plaisir. Si tu es encore là, merci. Vraiment merci. C'est l'épisode le plus long que j'ai enregistré et toi t'es allé jusqu'au bout. Ça veut dire que le sujet t'a parlé et c'est exactement pour ça que je fais ce podcast. Avant de se quitter, j'ai posé à Johanna la question que je pose à tous mes invités. C'est quoi pour toi un pharmacien? Johanna a répondu, quelqu'un dont la priorité c'est le patient. Quelqu'un qui garde ce fil vers le patient, même au fond d'un labo à Montréal. Si tu veux aller plus loin et savoir ce qu'elle m'a confié en micro, donc les salaires dans la recherche, comment y accéder, comment la contacter pour en savoir plus, tout ça c'est dans la newsletter de Pharmacie la Famille. Le lien est dans la description, c'est gratuit, c'est un kit pratique des métiers de la pharmacie qui arrive une fois par semaine dans ta boîte mail. À bientôt.